Au département Infocom de l'Université de Lille. Patrick, il faut que tu... Je représente aujourd'hui un collectif de chercheurs de mon laboratoire, donc le laboratoire d'études et de recherche appliquées en sciences sociales de Toulouse, le LERAS, laboratoire et collectif au sein duquel figure le professeur Pascal Marchand, que nous avons entendu hier sur le thème du vrai débat. Ce collectif est composé de Pierre Attino, Lucie Loubert, Natacha Souillard, Nikos Karlios, Julie Renard, Guillaume Cavanac, Pascal Marchand donc, et Brigitte Seba, qui devait communiquer avec moi aujourd'hui, qui s'excuse sincèrement de ne pas pouvoir être avec nous. Les rapports de recherche dont il sera question dans cette communication ont été rédigés en temps réel, en même temps que le mouvement, à partir de novembre 2018 jusqu'à février 2019. Vous pouvez retrouver sur le site de l'Observatoire des pratiques socio-numériques ces différents rapports. Alors pour en faire la genèse très rapidement, il nous a semblé, dès le début du mouvement, que les médias dominants de la presse écrite et audiovisuelle qualifiaient un peu vite le mouvement des Gilets jaunes et souvent des termes peu élogieux. Au contraire, nous avons été surpris par la manière dont les Gilets jaunes se donnaient à voir sur les réseaux sociaux numériques, manière de se dire et de se montrer, qui était pour le coup fort peu audible dans l'espace public. Assez basiquement, donc, notre démarche a consisté à tenter d'objectiver le traitement médiatique de presse écrite sur les Gilets jaunes, puis de documenter et d'analyser ce que les Gilets jaunes disaient d'eux-mêmes sur ces dispositifs sociotechniques. Sur la base de ce travail, nous avons cherché à communiquer rapidement nos résultats dans les médias, sur le site Arrêt sur Image par exemple, afin de participer modestement et avec nos moyens au débat public. Ce travail a notamment permis des collaborations interlaboratoires, notamment avec le LASP de Sciences Po Toulouse. Je pense à nos collègues Élisée Colvé, Fanny Parent, Jérémy Nollier, Olivier Béné, Cyril Rousset, entre autres. Notre collectif de chercheurs du LERAS est composé de chercheurs aux ancrages disciplinaires, thématiques et méthodologies différentes. Si certains des membres de ce collectif sont spécialistes des mouvements sociaux et de la participation politique en ligne, ce qui nous a permis très rapidement de construire des hypothèses, d'autres collègues sont passés maîtres dans l'art d'extraire puis de composer de gros corpus de données textuelles avant de les traiter avec la méthode de la lexicométrie et avec le logiciel Pyramutech que Pascal vous a présenté hier. Pour le dire rapidement, cette méthode permet de construire des tableaux lexicaux, donc vous pouvez les voir ici, en regroupant des segments où apparaissent ensemble les mêmes mots, ce qui permet de dégager les thématiques abordées et de mesurer leur poids en contexte sociotechnique. Alors aujourd'hui, dans cette communication intitulée « Les Gilets jaunes, dynamique de mise en visibilité et frénésie médiatique d'un mouvement social », je souhaite revenir, 4 ans plus tard, sur ce qui, d'un point de vue analytique, me paraît le plus saillant, c'est-à-dire le plus original et le plus remarquable dans la participation politique en ligne du mouvement, à l'aide d'un regard rétrospectif sur nos travaux, également nourris par les recherches ultérieures, certaines particulièrement précieuses, de nos collègues en sciences de l'information et de la communication et en sciences politiques. Ainsi, il me semble important ce matin d'aborder avec vous les deux éléments de cette mise en visibilité par l'utilisation de Gilets jaunes des dispositifs sociotechniques d'Internet, en revenant d'une part sur le numérique comme levier d'organisation de l'action collective, mais également en ce qui concerne la fabrique précoce puis continue d'un contre-récit médiatique, puisque les Gilets jaunes, comme bien d'autres mouvements sociaux, se constituent avec l'intégration continuellement réflexive de leur représentation dans les médias dominants, à laquelle ils réagissent notamment sur ces mêmes dispositifs ou réseaux socio-numériques. Je vais donc tenter de répondre à la problématique suivante: dans quelle mesure la participation politique en ligne des Gilets jaunes répond-elle à la contrainte de devoir s'organiser, tout en offrant l'opportunité de produire un contre-récit médiatique. Je commence donc avec un premier point sur la participation politique en ligne des Gilets jaunes comme moyen d'organiser son action collective. Pour commencer, il faut dire que dans la droite lignée des nouveaux mouvements sociaux, les Gilets jaunes sont composés d'individus qui entretiennent un rapport distancié vis-à-vis des organisations politiques et syndicales traditionnelles. L'irruption spontanée du mouvement, ainsi que son absence d'organisation et de théorisation préalable, en font un mouvement de type préfiguratif, construisant le sens de son engagement lors de l'action. Ce relatif déficit
déficit organisationnel et sa très nette décentralisation sur l'ensemble du territoire national, il a même très tôt utilisé ce qu'on appelle les affordances, c'est-à-dire les potentialités des technologies numériques, précisément pour l'aider à s'organiser. Évidemment, la difficulté qui fut la nôtre à ce moment fut de penser le lien entre la mobilisation et la variété des dispositifs, exercice complexe en raison de leurs différentes configurations techniques, mais également en ce qui concerne la variété de leurs usages, conférant au mouvement social une polyphonie et surtout une événementialité complexe, pour citer Arnaud Mercier et Brigitte Savary. Le temps manquant ce matin pour ma communication, il ne me paraît pas nécessairement opportun ici de faire une revue exhaustive de l'utilisation des différents réseaux sociaux numériques mobilisés par le mouvement. Au contraire, en me concentrant sur certains d'entre eux, j'espère dépasser le stade descriptif pour tendre à une analyse des usages, du moins ceux que nous avons le plus étudiés. Par conséquent, dans cette première partie, je vais principalement m'attarder sur l'usage de Facebook par le mouvement, avant de faire un rapide point sur Telegram, bien que ce travail mené par Brigitte Sebag, Julie Renard et Guillaume Cavanagh soit toujours en cours. J'évoquerai très brièvement Twitter dans une seconde partie. Alors pour commencer, Facebook. Le réseau socio-numérique de Mark Zuckerberg est d'abord utilisé dans une optique d'organisation locale, in situ. Parmi les nombreux espaces numériques que nous avons étudiés, on trouve par exemple un groupe public, manifestation du 17 novembre, Cantal-Carré. Dès le début du mouvement, pour lequel nous avons collecté environ 30 000 commentaires. Ce groupe, comme bien d'autres, permet à ses utilisateurs d'identifier les lieux occupés, sur lesquels se regrouper, de retrouver les infos pratiques sur le déroulement de la journée, d'aborder les questions de sécurité, de formuler des propositions d'initiatives conviviales, ou encore de poser des questions diverses et variées aux collectifs militants. Le débat y émerge déjà. D'une part sur l'organisation plus générale du mouvement, mais également sur les relations à entretenir vis-à-vis des forces de l'ordre, entre approbation de la présence de la police et appel au calme, puis nécessairement à considérer la trajectoire que prend la répression du mouvement une défiance. Facebook, cependant, n'est pas qu'un dispositif permettant l'organisation strictement locale de l'occupation des ronds-points. Le dispositif est également utilisé dans une optique nationale, ou du moins son utilisation par les Gilets jaunes témoigne d'une prise en compte de l'impact national du mouvement et de son entrée dans les agendas politiques et médiatiques nationaux. Le groupe du Cantal, que j'ai rapidement présenté à l'instant, a déjà émergé un nous solidaire, ce que les chercheurs Olivier Filleul, Samuel Hayat et Sylvie Montchartre appelleront une classe parlée, avec un cinquième des commentaires de notre corpus des peuples, renvoyant des motifs d'engagement et de colère vis-à-vis d'un adversaire désigné, le pouvoir exécutif. L'analyse textuelle de ce groupe fait également émerger la figure de l'organisation des Gilets jaunes comme représentante légitime du peuple contre les professionnels de la politique. Cette tendance se renforce nettement avec le groupe public national La France en colère, la page La France en colère. Son analyse atteste d'un discours d'auto-institutionnalisation faisant des Gilets jaunes un nouvel acteur central du débat public. Surtout, son analyse permet d'identifier les préférences axiologiques du mouvement. La première préférence axiologique, ça ne vous surprendra pas, atteste d'un fort attachement au pouvoir démocratique et d'une prise de distance assumée avec les partis politiques, un peu moins avec les syndicats, conformément à ce que Ludivine Montini a pu nous expliquer hier et observer sur son terrain. L'apolitisme est invoqué pour rejeter toute récupération par la représentation conventionnelle, notamment comme une garantie de l'unité du mouvement. La seconde préférence axiologique bien identifiable concerne la dénonciation des inégalités sociales et fiscales. Contrairement au discours éculé dans les médias, ce sont bien, à ce moment, des revendications structurelles qui nous apparaissent dans notre travail. En effet, les propos concernent principalement la mise en avant de réformes souhaitées afin de revaloriser le travail, augmenter le pouvoir d'achat, favoriser une redistribution des richesses à travers une revalorisation du SMIC, des retraites, restauration de l'ISF, instauration de plus de tranches d'imposition, etc. Ces segments, en majorité sur notre analyse du 4 décembre 2018, sont à mettre en perspective avec les propositions annoncées par le gouvernement pour apaiser le conflit, manifestement jugées insuffisantes et partielles, ou du moins impuissantes à restaurer la confiance vis-à-vis du gouvernement, et donc le pacte implicite au cœur de l'économie morale des Gilets jaunes.
Au sujet des réseaux sociaux numériques, si on prend maintenant un peu de recul, au fil du mouvement, cependant, nous avons noté que le mouvement développe une critique des réseaux sociaux numériques observée par ailleurs sur d'autres mobilisations, comme sur les ZAD, par exemple, que j'ai particulièrement étudié dans le cadre de ma thèse. Critique politique pointant l'appartenance de Facebook à un système techno-capitaliste, critique également Facebook en termes de sécurité et de censure. Les groupes publics Facebook passent alors pour beaucoup en privé. Plus encore, on note une tendance progressive à une déplatformisation. Les militants migrent de Facebook vers d'autres dispositifs comme Telegram. Telegram est une application beaucoup plus confidentielle qui fonctionne sur deux modes, des chaînes publiques et un mode interpersonnel sur lien d'invitation. Elle comprend les fonctionnalités classiques des réseaux sociaux numériques, les interactions, l'enrichissement du contenu, et surtout, elle prend en compte la critique du traitement algorithmique du flux d'actualité, en présentant au contraire les informations sur un mode antéchronologique. Le travail mené jusqu'à aujourd'hui par mes collègues témoigne d'une logique conversationnelle tournée vers les lieux de mobilisation et de blocage, les moyens de communication, les acteurs de la lutte et les modalités d'action. En somme ici, la technologie est mise au service opérationnel de la contestation, là où la construction des causes et des revendications apparaît de manière plus secondaire. L'action est donc privilégiée plutôt que le débat ou la controverse. Ce travail sur Telegram sera prochainement étoffé par mes collègues. Je vous en délivre que quelques conclusions sur le mode du teaser. Cela vous donnera peut-être envie de lire le futur article. Donc, dans cette première partie, le plus rapidement possible, je me suis attardé sur les réseaux sociaux numériques comme support de l'action collective. Penchons-nous maintenant sur la seconde caractéristique de cette utilisation politique des réseaux sociaux, à savoir la construction d'un contre-récit. Nous l'avons ébauché en introduction, et cela a sûrement été évoqué lors des échanges de ce colloque, le mouvement des Gilets jaunes doit composer avec sa médiatisation. Les réseaux sociaux numériques ne visent alors pas seulement à organiser l'action collective, mais sont mobilisés pour construire un rapport de force médiatique. Les groupes Facebook, par exemple, voient alors leur statut s'hybrider. L'objectif des militants en ligne étant de chercher sur ces espaces à délivrer la propre vérité du mouvement. En guise de contexte médiatique et donc de récit sur les Gilets jaunes, il faut en effet rappeler que les médias dominants de la télévision ont une lecture évolutive de la mobilisation. Comme le rappelle Jean-Louis Siriou, lors des premières semaines de la mobilisation, la couverture médiatique télévisuelle se révèle plutôt bienveillante. Mais à mesure que s'amplifie la colère des manifestants, la bienveillance des médias laisse place à une certaine animosité. Se construit alors, comme le rappelle cette fois Fabien Grandjean, une couverture médiatique à charge que le travail des chaînes d'infos comme CNews, BFM représente bien. De leur côté, experts de plateau télé et éditorialistes s'évertuent à présenter le mouvement sous des accents poujadistes, on vous a remis un tweet de Caroline Forest de l'époque, et enferment l'analyse de la mobilisation sous un prisme identitaire, comme l'a bien montré notre collègue Vincent Guesser. Une convergence entre cette couverture médiatique et certains discours politiques, comme le tristement célèbre, je cite, Gilets jaunes qui fument des clopes et roulent au diesel de Benjamin Griveaux, également. De notre côté, dans les différents rapports que nous avons réalisés sur la presse écrite nationale, nous avons relevé une évolution importante du cadrage médiatique, d'abord structuré autour de 4 angles. Comprendre les raisons de la colère, couvrir les mobilisations sur le mode du micro-trottoir, relayer les prises de position du gouvernement et du personnel politique et qualifier le mouvement. On pourrait avoir tendance à l'oublier, mais ce traitement journalistique d'époque peut monter en généralité en empruntant des cadrages politisants. D'abord en évoquant le contexte social et économique comme facteur explicatif du mouvement, le creusement des inégalités, la dégradation des conditions de vie pour les ménages les plus pauvres. Ensuite, en s'intéressant aux relations entre Gilets jaunes, organisations syndicales et partis politiques. Sans porte-parole officielle vers lesquels se tourner, mais confrontés à des entrepreneurs de mobilisation très présents en ligne, Maxime Nicole, Éric Drouet, dont on sait qu'ils représentent des sources privilégiées pour les journalistes lors des mouvements sociaux,
la couverture journalistique achoppe, pour ne pas dire bégaye, sur la question de la structuration du mouvement. Ce n'est pas sans conséquence sur le contre-récit produit par le mouvement sur les réseaux sociaux numériques chaque année. Enfin, en guise de contexte médiatique, donc le récit journalistique sur les gilets jaunes, ce cadrage du mouvement prend une tournure définitive avec l'apparition puis la permanence des affrontements entre militants et les forces de l'ordre. Dans nos données, le cadrage médiatique évacue la question des violences policières pour se concentrer sur les dégâts causés lors des manifestations, par le recours notamment à un chiffrage du coût des dégradations. On observe progressivement que la couverture des ronds-points se trouve délaissée au profit des manifestations en centre-ville sur un mode épisodique, observation que nos collègues du LASP compléteront en proposant une analyse du cadrage spectacularisant les affrontements avec les forces de l'ordre, cadrage tendant à une diversification de la couverture de la mobilisation et donc à sa dépolitisation. Maximilien Giléon nous en a parlé hier. Ce contexte médiatique conditionne le contre-récit que j'évoquais précédemment. Avec du recul, je considère que ce contre-récit s'articule autour de 3 caractéristiques ou éléments. Premier élément, les Gilets jaunes cherchent tout d'abord à répondre à l'injonction politique et médiatique qui concerne leur structuration et leurs revendications. La force de sa structure rhizomatique et horizontale semble se retourner en problème et questionner les militants en ligne. Dans nos rapports, nous avons noté que le retour qui est fait par les militants sur les réseaux sociaux numériques au sujet des manifestations du week-end cohabite avec la suite à donner au mouvement. Les propos concernent très explicitement la question d'une structuration conventionnelle de l'ensemble de la mobilisation des Gilets jaunes. Les éléments discursifs se rapportant à la gouvernance interne et au partage du pouvoir démocratique représentent près d'un tiers du corpus de notre étude de décembre 2018. Lorsque la structuration du mouvement est le sujet de discussion, c'est essentiellement la question des représentants et de leur légitimité qui est débattue, souvent ad hominem, s'ils font partie des personnes identifiées. Éric Drouet, Maxime Nicole, Cyril Pesquet. S'agissant d'autres porte-parole ou représentants potentiels, leur légitimité semble prise entre l'expression d'une méfiance à l'égard de parfaits inconnus et la reconnaissance de l'utilité que pourraient avoir de tels représentants issus de toutes les régions du territoire. Sur ce thème, un second niveau de discussion s'axe alors autour de la demande de citoyenneté active au niveau de la prise de décision nationale. Dès le début décembre, la revendication du référendum d'initiative citoyenne est explicite et massive. Le RIC catalyse la revendication d'une expertise citoyenne d'usage et permet précisément de contrebalancer la nécessité d'un porte-parole officiel. Le RIC est pensé d'une part comme un dispositif politique permettant une participation plus directe des citoyens à la décision politique et d'autre part comme un levier de contrôle pour limiter le pouvoir des représentants en rétablissant un principe de responsabilité des élus vis-à-vis des électeurs. Ce pôle de revendication atteste ainsi d'un fort attachement à l'imaginaire démocratique entre d'une part, et non sans tension ou paradoxe, une volonté de s'émanciper du jeu de la représentation politique, mais également d'autre part de s'y réinsérer et de le renforcer en redéfinissant les termes de relation entre les citoyens et les élus. Cette tension est d'ailleurs restée observable tout au long de nos travaux, comme lors du vrai débat, et Guillaume Bourg en a très bien parlé. Si l'on revient à notre contre-récit sur les réseaux sociaux numériques, on peut ici faire l'hypothèse que la pression politique et médiatique sur la structuration du mouvement et sur la mise en ordre de ces revendications a contribué à faire monter le RIC, au point où cette revendication a fini par écraser les autres revendications que nous avons à l'époque identifiées. Le RIC apparaît à certains égards comme une espèce de revendication omnibus qui permettrait, en cas d'adoption première, de réaliser secondairement les autres. Structuration, représentation, RIC constitue donc le premier élément de contre-récit sur les réseaux sociaux numériques étudiés. Deuxième élément de cette mise en récit alternative, la question des violences. Dans notre analyse de la page La France en colère, la question des violences occupe presque la moitié de notre corpus et concerne aussi bien les actions de terrain, appel au renfort, dénonciation des violences policières,
messages de soutien et d'encouragement aux manifestants blessés ou choqués par la montée en conflictualité. Sur cet espace et sur d'autres, on voit fleurir bon nombre de vidéos témoignant des rixes entre Gilets jaunes et forces de l'ordre. C'est le cas par exemple sur Twitter, où on voit s'affronter, comme nous l'avons montré dans nos rapports, des communautés pro et anti-Gilets jaunes. Or, comme l'expliquent nos collègues Édouard Boutet et Clément Babi, les images de ces affrontements participent d'un processus de construction documentaire et servent, je cite, d'appui à l'argumentation pour justifier le point de vue exprimé. Les images deviennent progressivement le support d'un affrontement de principes moraux et axiologiques. Les photos et vidéos des affrontements peuvent donc être utilisées par les opposants aux Gilets jaunes, défenseurs de l'action policière. Mais pour les Gilets jaunes, elles sont également utiles, conférant une dimension sensible, par exemple, à l'animation éditoriale du groupe Facebook, en actant la pratique défensive de l'automédia et du cop-watching. Mais les violences, lors des manifestations, il faut le préciser, cela a été observé sur d'autres mobilisations, deviennent parfois aussi un élément d'esthétisation du mouvement en flirtant avec ce que l'on appelle le riot porn. Comme écrit Fabien Grandjean, la violence produit, je cite, d'un côté des tentatives de décrédibilisation du mouvement, que l'on essaie de diviser, de l'autre la construction et l'entretien de conscience indignée, en livrant des contenus reprenant notamment les codes de la culture populaire et ou geek, blockbuster, séries télé, même internet, censés faire référence et sens pour le plus grand nombre et plus particulièrement pour la jeunesse. Les groupes Facebook, notamment, fonctionnent donc comme ce que Christophe Traini et Johanna Siméon appellent des dispositifs de sensibilisation, c'est-à-dire comme des espaces qui jouent sur les émotions des internautes et donc des publics chez eux. Enfin, trois éléments de ce contre-récit. Cette production médiatique sur les réseaux sociaux numériques apparaît sous tension entre autonomisation et dépendance aux journalistes. Comme je l'ai présenté en guise de contexte, les Gilets jaunes sont dans un premier temps visibilisés par la presse télé et papier. Mais dans un second temps, les experts parlent d'eux. Le cadrage médiatique évolue donc de la visibilité vers l'invisibilisation des Gilets jaunes. Les militants se focalisent sur ce second point alors qu'ils construisent leur critique des médias. Le contre-récit produit par les militants est donc clairement expressiviste en assumant pleinement le caractère subjectif de leur point de vue. Comme l'écrit de nouveau Fabien Grandjean, en se concentrant sur les lives face caméra des militants, ce qui est énoncé compte finalement moins que la manière dont cela est exprimé. Ceci explique en partie, je crois, le succès d'un Maxime Nicole, par exemple, qui, au-delà de son travail militant et informationnel, n'a jamais cherché à lisser son discours, à le rendre médiagénique, bien au contraire. Je vous renvoie à l'article de Fabien Grandjean qui s'intitule « Gilets jaunes, colère noire » et qui analyse très bien ce lecture. Par conséquent, entre organisation d'action collective et contre-récit expressiviste, les fonctionnalités de Facebook, par exemple, sont mobilisées avec l'ambition de s'émanciper de la dépendance journalistique. Or, cette autonomisation est relative. N'en déplaise aux plus critiques vis-à-vis du journalisme, les Gilets jaunes utilisent paradoxalement et très souvent des articles de presse pour lever des partages. Ce type d'observation, je crois, est importante, car il nous permet de dépasser certaines prénotions qui circulent au sujet de la supposée haine des médias à l'œuvre au sein du mouvement des Gilets jaunes. La critique des médias des Gilets jaunes s'est construite, elle est indéniablement argumentée, et elle rappelle à bien des égards souvent la critique altermondialiste, Mais sur les réseaux sociaux numériques, cette critique des médias cohabite avec l'appui sur les productions journalistiques. Pour les Gilets jaunes, le travail journalistique conserve donc une certaine utilité, voire une légitimité exploitée pour décrire la réalité des événements. Bien que circonstancié, ce crédit accordé aux couvertures de presse oblige, je crois, à relativiser le manichéisme anti-média par lequel le mouvement se définit parfois et, de manière générale, Pour conclure, j'ai essayé de vous montrer que les Gilets jaunes avaient une utilisation somme toute complexe des réseaux sociaux numériques. Pensez d'abord comme une sorte de prothèse de l'action collective, les espaces étudiés, principalement des dispositifs en clair-obscur, privés, pour citer Dominique Ardon, comme Facebook, ont également permis aux militants de construire un récit
que l'on pourrait qualifier d'oppositionnelles aux représentations stéréotypées les concernant. Organisation et récit qui riment avec une réflexion poussée sur la structure du mouvement, ses revendications, son rapport à la violence et aux médias. La participation politique en ligne des Gilets jaunes intègre les représentations qui circulent à leur sujet dans l'espace public et ils y répondent ou en débattent, ce qui influe nécessairement sur la forme et le contenu même de la mobilisation. C'est donc un mouvement d'une rare sophistication, une mobilisation pleinement ancrée dans l'air du temps, un soulèvement populaire viscéralement démocratique. Pour tout ceci, ce fut un privilège que de pouvoir l'étudier. Je vous remercie. Merci Laurent d'avoir remplacé au pied levé Brigitte Séba. Je propose qu'on fasse une question comme on a fait hier soir malheureusement parce que le temps est très court. Est-ce qu'il y a des questions ou une question adressée à Laurent? Oui, c'est très bien, c'est une belle thèse. Vous arrivez à des conclusions, comment ça fonctionnait, comment ça se développe. Mais finalement, là, Madame Caroline Tourné, il dit que c'est antidémocratique. Donc, ça veut dire que finalement, c'est cette démocratie qu'on a actuellement qui a fonctionné. Mais que ça, pratiquement, ça reste en quoi? La Constitution permettrait déjà de faire sauter ces gouvernements. Et ils continuent à faire comme ils veulent. Donc, ça veut dire que la chose n'a pas fonctionné dans les bons sens. Donc, comment faire pour faire un coup d'État et faire sauter la Constitution? Je vais compléter ce qui vient d'être dit, parce que j'ai entendu un mot qui m'a choqué. La demande du RIC est venue écraser les autres revendications. La demande du RIC n'est pas venue écraser les autres revendications. Les Gilets jaunes, dès le premier mois, se sont bien rendus compte qu'ils se retrouvaient face à un mur. Qu'est-ce que répondait l'État en face? L'État nous répondait, je ne sais pas si je vous donne le mot, l'État nous répondait, de toute façon, on est menotté, on est tenu par les règles du traité européen. Nous, les Gilets jaunes, le traité européen, on ne l'a jamais signé. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, ils ont très vite réalisé qu'on était tenus par des lois qui n'avaient pas été décidées par le peuple, et au contraire, qui avaient été déjà refusées par le peuple. Donc, le RIC, il n'est pas venu écraser. Le RIC, il est venu compenser cette demande de démocratie directe, pas pour squeezer les représentants. Les représentants, ils sont déjà squeezés par le fait qu'on parle de la Constitution. Le 49.3 autorise les parlementaires l'exécutif à se passer des parlementaires. Nos députés n'ont plus aucun pouvoir, c'est clair. Donc, nos représentants, on n'en a plus, démocratie directe, on n'en a plus, les référendums sont à respecter. Donc, le RIC n'est pas venu écraser. Il y a des gilets jaunes, il ne faut pas les prendre pour des abrutis, qui ont très vite compris qu'il fallait passer à une démocratie directe si on voulait tout ça. Justice sociale, démocratie, le mieux vivre. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, alors peut-être que le terme d'écraser était maladroit de ma part, c'est revenir. Voilà, c'est vraiment devenu premier. Voilà, écraser, il faudra mieux dire sublimer les revendications. Tout à fait. Merci. Bravo. Merci à vous. Bravo. Sur la première intervention, malheureusement, j'aimerais bien avoir la réponse sur comment on réussit une révolution. On y travaille, Encore une question là? Dernière question. Parce que j'ai fait partie des gens qui étaient derrière la toile pour les derniers. Ils m'ont régulé toutes les attaques via Internet. Toutes les attaques via Internet, lorsque vécu
filmer les manifestations ou interviewer les Gilets jaunes. Et donc, je peux vous assurer qu'il y avait une violence quand on était derrière la toile, une violence étatique où les trolls étaient payés par l'État pour dénaturer le propos des médias Gilets jaunes via Facebook. Et ces médias étaient très importants parce que ça permettait une information réelle de terrain, une possibilité de donner la parole aux personnes militantes qui étaient concernées. Et on voit comment, de façon violente, malveillante, insultante, puisque je régulais, on était là pour supprimer, il fallait aller très vite, parce que quand vous avez par exemple un Globin qui est sur le book, eh bien, vous avez à peu près 50 kilos, 3, 4, 6 000 kilos de commentaires à gérer. Donc ça va très vite, il faut qu'on est très nombreux, donc il faut arriver à supprimer les trolls au fur et à mesure. Donc l'idée, je ne sais pas s'il y a un recul, mais je me dis que cette possibilité d'avoir une presse gilet jaune via les réseaux, ça fonctionne et ils ont été mis à mort tous, si vous regardez, tous ces gars qui se sont lancés dans cette presse libre ont été extrêmement malmenés, et je peux dire que Gabin en fait partie. Pour vous répondre très rapidement, on travaille actuellement avec deux de mes collègues, Raphaël Povici, qui est doctorant à Paris 3, et Marine User, qui fait un post-doc au LERAS, sur un certain nombre d'initiatives qui, notamment sur YouTube, qui résistent quand même. Des pratiques automédiatiques extrêmement originales, on espère sortir un article prochainement. Si vous regardez par exemple ce que fait François Goulot sur sa chaîne YouTube, il y a un automédia galgandais qui s'appelle Canard Réfractaire, sur lequel on a étudié d'autres pratiques aussi, qui sont extrêmement intéressantes et justement dans ce rapport d'autonomie, dépendance aux médias. Le Canard Réfractaire par exemple fait de la revue de presse. C'est un vulgarisateur assez intéressant. Il prend un article du Monde diplomatique et il considère que cet article doit être vulgarisé. Donc il en fait la vulgarisation. C'est assez intéressant à étudier. Donc il y a des automédias, on va dire, de terrain qui ont été très malmenés pendant le mouvement, quand il était très présent dans l'espace public. Mais sur la toile, il y a toujours des initiatives qui émanent plus ou moins directement du mouvement des Gilets jaunes, qui résistent et qui proposent une médiatisation alternative. Ça peut répondre à vos questions. Merci beaucoup.